Nous terminons l'ordre du jour avec une délibération importante et je vous remercie de votre attention encore quelques minutes donc sur la mise en place du projet éducatif de territoire. Madame Vaucher. Madame le maire, chers collègues, bonsoir à tous. Donc je sais qu'il est tard, donc je vais essayer d'être synthétique, mais quand même je voudrais vous présenter la démarche. Ah, on m'entend pas bien. C'est mieux. Bien, donc vous présentez le PEDT que j'ai déjà présenté il y a 2 semaines en assemblée plénière. Aux représentants de l'éducation nationale, il y avait aussi nos partenaires institutionnels, les parents d'élèves, les associations, et nous avions invité des représentants de chaque groupe du conseil municipal. Alors peut-être que l'horaire ne convenait pas, mais ils n'étaient pas présents. Donc de toute façon, c'est pas grave, je vous le présente ce soir. Alors avant, je voulais vous donner des éléments de contexte. Contexte local, donc vous le savez, Colomiers est la 2e ville de la Haute-Garonne, la 6e de Midi-Pyrénées avec plus de 35 000 habitants. Elle compte 25 établissements scolaires et près de 9 000 écoliers, collégiens et lycéens. Et elle connaît depuis les années 60 un développement urbain important qui est organisé autour de 10 quartiers et continue aujourd'hui à se développer. Et la particularité qu'on a déjà évoquée de 30% d'habitat social. Je voulais aussi vous donner des éléments de contexte national et réglementaire. Donc en 2012, Vincent Peillon, qui était alors ministre de l'Éducation nationale, a lancé la refondation de l'école de la République et la réforme des rythmes scolaires. Donc suivre les préconisations des scientifiques afin de mieux respecter les rythmes biologiques de l'enfant pour favoriser sa réussite. Donc à Colomiers, on a décidé de repousser d'1 an la mise en œuvre de cette réforme pour prendre le temps de la concertation et puis réfléchir aussi sur notre projet éducatif de territoire. Et je tiens à vous rappeler qu'il n'est pas obligatoire. En effet, la réforme prévoit que les communes peuvent, si elles en font le choix et si elles s'en donnent les moyens, mettre en place un PEDT. Et c'est évidemment le choix que nous avons fait à Colomiers parce que, oui, à Colomiers, l'éducation est une priorité. Et j'en veux pour preuve le choix de Madame le maire de désigner 2 adjoints, Madame Clouscar-Martinato à l'éducation et moi-même EPEDT. Donc le travail a été entamé par la précédente équipe et nous l'avons repris à bras-le-corps quand nous sommes arrivés aux manettes. Et je tiens à saluer d'ailleurs le travail de tous les services parce que c'est un travail qui a été transversal, il n'a pas seulement été mené au sein du service éducation. Donc j'entre maintenant un peu dans le vif du sujet. 2 orientations politiques ont présidé à l'élaboration de ce PEDT, donc être un citoyen et être en réussite, parce que nous voulons faire émerger un PEDT qui soit ambitieux pour les enfants et les jeunes de Colomiers de 0 à 18 ans. Donc nous nous sommes posé plusieurs questions. Quelles ambitions devons-nous avoir? Quelle vision est la nôtre? Quels engagements prenons-nous collectivement? Et enfin, quelle organisation devons-nous mettre en place pour travailler efficacement ensemble? Alors les ambitions de notre PEDT s'inscrivent déjà dans la politique menée par la municipalité depuis plusieurs années, c'est-à-dire préserver la mixité urbaine et sociale et favoriser la cohésion sociale et citoyenne à Colomiers. Donc le PEDT y contribuera. Et nous voulons placer l'enfant, le jeune, de 0 à 18 ans, au cœur de son territoire et créer les conditions de sa réussite. Et nous savons que pour créer les conditions de la réussite d'un enfant, il faut favoriser sa réussite en dehors des murs de l'école. Et nous considérons que tous les temps peuvent être éducatifs et que tous les domaines éducatifs sont importants. Et pour cela, nous voulons mettre en place un PEDT qui soit co-construit. Et donc, nous souhaitons donner un nouvel élan au dialogue entre les partenaires qui, parfois, avaient un peu pâti de l'accumulation de nouveaux dispositifs. Alors, quelle est notre vision ? Alors, on a travaillé sur les temps, sur la liaison entre ces temps et sur les espaces, les infrastructures dont nous disposons. C'est-à-dire, si je veux résumer, qu'on veut mettre en place les bonnes actions au bon endroit, au bon moment. Donc, par exemple, c'est les initiations sportives plutôt le soir et le midi, peut-être privilégier des actions plus calmes. Notre vision tient aussi compte d'un environnement, c'est-à-dire qu'à Colomiers, nous avons énormément d'instruments et de dispositifs que vous pouvez découvrir à l'écran. Donc,
Le PEDT n'est pas un dispositif supplémentaire. En fait, il s'agit d'orchestrer tous ces dispositifs, de les mettre en musique pour faire en sorte que chaque enfant de colonie bénéficie d'une éducation favorisée et que les bonnes idées ne restent pas chacune dans leur coin, mais elles profitent à tout le monde. Donc à partir de ça, nous sommes arrivés à une définition du PEDT que je vais vous lire. Le projet éducatif territorial de Colomiers est une démarche co-construite, transversale, pragmatique et à évaluer avec tous les acteurs du territoire. Elle s'inscrit dans une politique éducative souhaitée nationalement et voulue localement pour assurer la continuité et la cohérence éducative des différents temps de vie des enfants et des jeunes. Donc je vous ai présenté les ambitions, la vision. Maintenant, quels engagements? Donc nous avons décliné nos finalités politiques, être citoyen et être en réussite, en 5 axes stratégiques que vous découvrez. Donc le premier, être acteur de la réussite éducative pour la réussite scolaire des enfants et des jeunes. Le second, favoriser l'éveil et la découverte de pratiques éducatives diversifiées et complémentaires. Le troisième, rendre les enfants et les jeunes auteurs à tous les instants de leur parcours éducatif. Le quatrième, faire des enfants et des jeunes des citoyens du vivre ensemble. Et le dernier, promouvoir la communauté éducative de Colomiers, favorisant l'épanouissement des enfants et des jeunes. À partir de ces axes stratégiques, nous avons défini 3 objectifs opérationnels: une complémentarité des approches éducatives, une expérimentation de dispositifs et actions concertées, un accès pour tous et pour toutes aux dispositifs et actions pour un enfant et un jeune auteur de sa vie et de sa ville. Bon voilà, ça c'était un peu la réflexion que nous avons menée. Alors il fallait aussi mettre en place une organisation concrète pour faire vivre ce PEDT. Donc nous avons réfléchi à l'organisation que vous découvrez sur les écrans. Donc l'Assemblée plénière dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui s'est réunie il y a 15 jours, donc je vous ai dit la composition, vous la découvrez ici de manière exhaustive. Donc là, il s'agit plutôt de partager un peu nos réflexions avec nos partenaires qui sont pour certains pourvoyeurs de moyens. Ensuite, vous avez le comité stratégique. Donc l'Assemblée plénière se réunira à peu près 2 fois par an. Vous avez le comité stratégique qui est composé donc des adjoints au maire, l'inspecteur de circonscription, les principaux, les parents d'élèves, la CAF, d'autres partenaires institutionnels. Donc là, il s'agira plutôt de valider le travail. Et il se réunira une fois par trimestre. Et donc on en arrive aux commissions thématiques, donc qui vont être vraiment le cœur de ce PEDT, où on va évaluer, proposer, réfléchir à de nouvelles actions. Et donc là, on retrouve des élus, des parents d'élèves, les directeurs d'école, les principaux des collèges et proviseurs des lycées. Et puis ensuite, vous avez donc le référent politique, moi-même, l'adjoint, et un coordonnateur technique du côté des services. Voilà, donc voilà pour la démarche. Voilà pour l'organisation. Donc les commissions thématiques se déclinent sur les objectifs opérationnels et elles se réuniront là aussi 2 fois par trimestre. Donc ça c'était pour la démarche. Bon, évidemment on a réfléchi à des actions pour la rentrée en sachant que tout n'était pas à faire. La feuille n'est pas vierge à Colomiers. Comme vous pouvez le découvrir, on a recensé tout ce qui existait à Colomiers. Donc oui, ça nous donne cette cartographie qui est très jolie, qui me plaît beaucoup. Et il fallait aussi tenir compte des nouveaux horaires qui donc résultent de la concertation dont je parlais tout à l'heure et que vous découvrez en face de vous. Je ne vous les redétaille pas. Donc, on a travaillé évidemment sur la notion de temps, puisque c'est la réforme des rythmes scolaires, donc on a essayé d'aller dans l'esprit de la réforme, c'est-à-dire respecter les rythmes des enfants. Et donc on a défini 4 temps. L'accueil du matin, la pause méridienne, le temps du soir et le temps du mercredi. Et donc on a travaillé autour de ces temps sur des premières actions à mettre en œuvre à la rentrée. Donc vous voyez là, pour l'accueil du matin, donc le matin, il s'agit de répondre à un besoin de garde, d'assurer la sécurité morale et physique des enfants, mais on voulait apporter quand même une plus-value éducative. Donc plusieurs fiches, donc on va essayer de personnaliser l'accueil en fonction de l'état dans lequel arrivent les enfants. On prévoit aussi une action autour du petit déjeuner
pour sensibiliser les enfants à c'est quoi un bon petit déjeuner. Ensuite, on a prévu aussi des actions, je ne vous fais pas le détail de toutes les actions parce qu'il est déjà tard. Donc on a fait aussi des actions sur la pause méridienne, là, qui est plus qui est le temps de la restauration, du repos et aussi des APC. Donc là, on a travaillé autour du bien manger. Il y aura des ateliers, des menus ludiques, des ateliers d'éveil au goût. On a travaillé autour du jeu et aussi des actions qui rejoignent l'agenda 21 autour du gaspillage, de la protection de l'environnement, etc. Le temps du soir, alors il y a une fiche d'action spécifique sur l'accompagnement et la scolarité avec l'aide aux devoirs qui existe déjà, le classe. Donc on aimerait réfléchir ces dispositifs pour qu'ils soient complémentaires. Voilà, vous avez aussi le temps d'autres actions qui se grefferont mais qui peuvent se greffer à tous les temps. Donc le temps du mercredi. Donc il y a deux choses. Le temps de fin de classe, donc on va proposer un accueil récréatif pour les parents qui travaillent. Donc pour les enfants dont les parents travaillent de 11h10 à 12h30. Voilà, c'était une inquiétude assez forte des parents, donc nous assurerons la garderie de 11h10 à 12h30 pour les enfants dont les deux parents travaillent. Et puis il y a un temps extrascolaire avec le centre de loisirs et puis les maisons citoyennes. Et donc là aussi on propose plusieurs actions que vous découvrez, du théâtre, une action plus liée au bien manger à nouveau. Je découvre ma ville, ça c'est une action intéressante. Il s'agit de faire découvrir aux enfants la ville de Colomiers, donc les structures municipales, et en même temps de faire des activités sportives. Et donc la découverte des métiers des filières autour de l'alimentation. Donc ça c'était une proposition du service de la restauration municipale très intéressante qu'on pourra éventuellement décliner autour d'autres métiers si jamais on voit que ça fonctionne. Et puis enfin, dernier temps, c'est sur tous les temps, mais ce sera notamment pour les clubs, surtout le soir, donc proposer des parcours de découverte donc sur les loisirs éducatifs, les sports, la culture, et encore une fois, on retrouve le bien manger. Et puis une action autour de la lecture, autour du livre, pareil, qu'on peut retrouver sur tous les temps. Alors, vous avez un soutien de toutes ces actions-là qui sont plus sur les contenus, voilà, plusieurs fiches support, parce qu'on considère que le projet éducatif de territoire, c'est pas juste un catalogue d'actions à proposer aux enfants, mais c'est aussi tout ce qu'on peut mettre en œuvre et qui est moins visible pour le bien-être des enfants. Donc là, vous avez plusieurs actions, donc la mise en place d'une assemblée participative de la vie périscolaire, qui comprendra les parents, les animateurs, travailler sur les temps de transition pour qu'il n'y ait pas de coupure, la communication entre la LAE et les enseignants, travailler sur la communication, les aménagements des espaces. Donc tout ceci qui est un peu moins visible mais qui est tout aussi important. Voilà, alors je ne vais pas être beaucoup plus longue, je voudrais juste dire pour terminer mon propos que on veut lancer donc la mise en œuvre de ce PEDT dès la rentrée. Et que donc on programme dès fin septembre, début octobre, les premières réunions des commissions thématiques, donc où on pourra déjà évaluer ces premières actions, en proposer de nouvelles. Donc on va commencer pas à pas à faire grandir ensemble ce PEDT. Merci. Merci Madame Brocher, merci pour ce travail qui va s'enrichir effectivement, comme vous l'avez signalé, au fil du temps et des retours d'expérience. Merci également à l'ensemble des services qui ont travaillé sur ce projet. Donc, il convient d'approuver la démarche et de nous donner mandat pour mettre en œuvre la présente délibération et les éléments donc de ce PEDT. Mais bien sûr, je vous donne la parole, si vous le souhaitez, pour des observations, des commentaires, compléments d'informations. Monsieur Laurier. Oui, tout ça paraît un peu flou encore, mais on ne doute pas de la réalité concrète. Il me semble aussi que les enseignants et certains parents aussi sont à la recherche de solutions, je dirais, éducatives, puisque l'activité d'enseignant aujourd'hui comporte une grande part de discipline, et tout ce monde de découverte a l'air intéressant, mais il doit y avoir pouvoir des temps qui puissent être consacrés à
justement à aider à construire le vivre ensemble, notamment au travers de la discipline, ce qui ne me semble pas avoir vu dans cette présentation. On pourra en discuter dans les commissions thématiques, puisque l'idée, c'est de co-construire. Donc, toutes les idées sont les bienvenues. Il faudra nous inviter, comme ça, effectivement, on pourra être présent en réunion, et il faudra qu'on fasse partie des choses. Voilà. Mais comme ce n'est pas le cas... Alors, on vous avait invité à l'Assemblée plénière, et vous n'étiez pas là. Donc nous vérifierons si vous avez été invité ou pas à l'Assemblée plénière, et si vous n'avez pas pu être présent, ce n'est pas bien grave, puisque d'autres se tiendront et d'autres moments de discussion. Et comme l'a dit Madame Vaucher, l'idée, ce n'est pas d'arrêter un projet définitif aujourd'hui, mais c'est bel et bien de l'enrichir au fil du temps et de l'enrichir de façon collective, y compris avec l'ensemble des partenaires de ce process. Madame. Oui, merci. Permettez-moi de nous étonner que ce projet arrive en fin de conseil, alors que c'est particulièrement important et que ça a visiblement nécessité beaucoup de travail. Donc, je pense qu'on aurait pu y consacrer beaucoup plus de temps. Enfin, nous pensons qu'on aurait pu Nous avons le temps, madame. Beaucoup de temps. Nous avons le temps, madame. Voilà. Oui, mais enfin, bon, je vois qu'il se fait tard. Donc, un petit peu comme Monsieur Laurier, nous regrettons que la circulation des invitations à la plénière se soit faite de... Voilà, ça a été un petit peu compliqué, ça a été un petit peu tard et on n'a pas pu se libérer. Voilà. Donc... La même chose au niveau du partenariat. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont concernés. Bon, quelle va être la méthode pour que tous ces acteurs, y compris les enseignants qui n'apparaissent pas trop pour l'instant dans la liste, fassent partie de ce projet? Quelle va être la façon de vraiment travailler ensemble dans la durée, dans la confiance, dans l'efficacité? Bon, là pour l'instant, pour la rentrée, ça a l'air bouclé, mais nous espérons qu'on pourra avoir d'autres possibilités de partager. On s'est posé la question, comment ont été identifiés les besoins en fonction des différents publics? Comment ont été définis les besoins des différents publics que vous avez listés? Avez-vous des éléments, par exemple, sur la montée, ça rejoint un petit peu ce que dit M. Laurier, des phénomènes de violence, des phénomènes de harcèlement, des incivilités au sein des établissements scolaires? Quelles seront les actions prioritaires dans ce domaine? Elles ne sont pas trop évoquées là pour l'instant, mais bon, nous avons espoir que ça viendra. Quels seront les partenariats avec les acteurs associatifs qui travaillent depuis longtemps sur ces questions dans la commune? Donc voilà, ça n'apparaît pas dans l'axe stratégique. Donc vous indiquez que le plan éducatif rentre dans une phase opérationnelle et donc nous trouvons que c'est très très rapproché comme date. Voilà. Et bon, je répète encore que les enseignants n'ont pas été... Alors, les enseignants sont dans les commissions thématiques, donc c'est, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment le cœur du PEDT, c'est là où vont être proposées, évaluées les actions. Donc c'est là où on a mis les enseignants, on n'allait pas les mettre à tous les étages parce qu'ils ont quand même d'autres choses à faire par ailleurs, et donc ils seront sollicités au sein des commissions thématiques. Il y a un courrier qui est parti d'ailleurs pour leur donner une synthèse sur la démarche, et je vais les rencontrer à la rentrée pour qu'on discute en amont des premières réunions de ce que je viens de vous présenter. Ensuite, il s'agit d'un lancement du PEDT. C'est le début. On est loin d'avoir terminé. L'idée, c'est de faire grandir, de co-construire ensemble ce PEDT. Donc, nous avons travaillé sur une base de travail, sur des choses que nous pouvions mettre en œuvre à la rentrée, et ensuite, à charge à nous tous de le faire grandir. C'est l'objectif. Donc, je n'allais pas présenter quelque chose qui était déjà ficelé, puisque le but, c'est qu'on le construise ensemble, ce PEDT. Merci. En même temps, je rappelle qu'on ne part pas de rien, tout de même,
puisque nous avons déjà effectivement une longue et riche expérience dans le domaine, davantage tournée vers l'animation périscolaire, mais autour de laquelle, et on l'a vu tout à l'heure, le professionnalisme aussi de nos équipes a fait ses preuves avec des projets structurés, encadrés sur des thématiques très diverses. Il s'agit là aussi de reconsolider et de capitaliser toute cette expérience-là, qui est riche de plusieurs années et riche aussi des ressources humaines de la collectivité qui se sont mobilisées, pour certaines depuis des années, dans ce champ-là. Donc ça aussi, ça nous a enrichis pour capitaliser et consolider, et pour permettre, sur cette base très solide quand même, de pouvoir avoir des perspectives autour de nouvelles notions qui sont effectivement ces notions de coéducation qui sont très fortement portées par la loi Vincent Peillon, mais qui supposent effectivement de travailler en partenariat et d'associer tous les acteurs qui travaillent avec l'enfant, que ce soit la famille, que ce soit l'éducation nationale, ou que ce soit effectivement les structures municipales dans ce temps périscolaire. Donc tout l'enjeu, en effet, de ce projet éducatif territorial, je dirais, au-delà des actions qui vont être conduites et qui vont pouvoir s'enrichir, tout l'enjeu, c'est de trouver le cadre et les structures pour travailler dans ce partenariat-là, dans l'intérêt de l'enfant, et faire que l'ensemble des acteurs qui gravitent autour de l'enfant travaillent ensemble, échangent et construisent pour effectivement proposer à l'enfant des bases nouvelles pour faire, je le dis souvent, émerger des potentialités et le mettre en situation de réussite. Voilà, hein, c'est véritablement l'objectif. Donc, à la fois, on est au démarrage, mais à la fois, on bénéficie aussi d'une expérience riche, longue, ici, à Colomiers. Alors, il faut interpréter les observations que vient de faire Marie-Odile comme une volonté de participer à ce processus. De façon incontestable, il y a un travail net qui a été fait, de façon incontestable, un travail de qualité sur certains aspects. C'est vraiment un peu gênant de mettre ce point dans les questions diverses d'une réunion qui a commencé il y a 5 heures. Sincèrement, voilà. On considère que c'est un point qui aurait très bien pu se placer au tout début de l'ordre du jour. On aurait donc accordé beaucoup plus de temps. Et dans 2 minutes, il sera déjà demain. Donc voilà, on n'a pas trop le temps. Bon, bref. Voilà. Je ne juge quand même pas, M. Kéchidi, ne nous faites pas ce procès de considérer, ou en tout cas cette intention de considérer la qualité des dossiers en fonction de leur place dans l'ordre du jour, parce qu'alors sinon... Pas dans divers, madame. Pas dans divers. L'éducation dans divers. Faites un point particulier de cela, mais moi je crois qu'on peut tout à fait en discuter. Il y a eu cette assemblée plénière qui s'est réunie récemment. Certes, il est tard, mais enfin, il n'y a pas de souci. Nous pouvons en discuter. D'ailleurs, les échanges sont nombreux. Je crois que non, c'est pas du tout l'intention. Et d'ailleurs, je crois qu'on n'avait pas imaginé que ce conseil municipal, d'ailleurs, durerait aussi longtemps. Mais il faut en prendre l'habitude. Actons qu'il n'est d'ailleurs pas terminé. Il faut prendre l'habitude. Excusez-moi, le dossier de qualité, mais aussi au sujet du mercredi, les transferts au niveau du centre aéré, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui vont partir au centre aéré. Donc, moi, j'ai peur du retard pour la cantine au centre aéré. Donc, comment ça va se passer ? Alors, je vais peut-être demander à Madame Kluska Martinato, qui a travaillé sur les horaires et sur le timing, de vous répondre, puisque ça a été étudié très précisément. Voilà, comme vous le faites remarquer, il y a beaucoup d'enfants qui seront transférés du centre de loisirs, enfin des écoles vers le centre de loisirs. Ceci étant, ce n'est pas une nouvelle
réalité qui s'impose au territoire columérin, puisque avant 2009, la commune connaissait aussi la mise en œuvre des 4 jours et demi. J'y étais. Voilà, donc nous avons une petite expérience qui nous a d'ailleurs permis de proposer des horaires à l'inspecteur d'académie et d'adapter des horaires un petit peu particuliers sur Colomé, compte tenu de la spécificité du territoire et de la présence de centres de loisirs excentré, mais qui permet d'accueillir les élèves sur un temps extrascolaire dans des locaux hors l'école et sur un centre qui est vraiment adapté à de l'accueil de loisirs. Et donc, nous avons proposé une sortie à 11h10, ce qui permettra justement de transférer les enfants et de permettre d'avoir une heure de repas tout à fait adaptée au rythme des enfants. Puisque précédemment, une sortie à 11h30 amenait un certain nombre d'enfants, notamment des petits de maternelle, sur une heure tardive sur le centre de loisirs. Certains étaient déjà endormis et ne se réveillaient pas pour le repas. Donc, en prenant 20 minutes de décalage pour la sortie du mercredi, cela permet de les acheminer dans un cadre... Oui, mais 11h10, si tous les enfants quittent toutes les écoles de Colomiers à 11h10, ils arrivent tous en même temps. Non, alors on ne peut pas déployer 15 ou 20 bus sur la ville, d'une part parce que par rapport aux appels d'offres et aux dispositions de bus sur le mercredi, vous savez que l'ensemble des communes, notamment du Grand Toulouse, sont aussi à 4 jours et demi, que le Conseil général organise aussi une rotation des bus pour le transport scolaire au domicile et que nous disposons bien heureusement à la fois de bus municipaux qui œuvrent sur le temps scolaire pour permettre l'ensemble des sorties scolaires en grande majorité, mais également le mercredi. Et en complément de ces bus, nous avons d'autres bus qui seront mis à disposition des écoles. Mais l'organisation qui était précédemment mise en œuvre et qui continuera d'être mise en œuvre, ce sera de mettre en place des rotations sur les écoles avec des parcours, sachant qu'également nous mettons en place une garderie, un accueil de loisirs de 11h10 à 12h30. Cela permettra également d'avoir les enfants sur les écoles le temps que ces rotations s'opèrent. Mais le dernier service de cantine au centre aéré, à quelle heure? Alors, il n'y a pas de service de restauration au centre de loisirs. Les derniers enfants qui arrivent au centre aéré vont manger à quelle heure? Ils arriveront pour 12h15. Okay. Voilà, c'est justement pour ça que nous avons proposé une sortie à 11h10, pour permettre que les dernières arrivées, notamment en prenant en compte les besoins spécifiques des petits, soient pris en compte et qu'ils puissent derrière avoir un temps de repas et aussi un temps de sieste ou d'activité pour les autres et ne pas entamer l'après-midi trop tardivement. Puisque les départs du centre de loisirs ont lieu à partir de 16h30. Donc pour construire des activités de loisirs, il faut quand même une certaine plage horaire. Merci. Bien, donc je vous propose d'approuver la mise en place de ce projet éducatif de territoire. Qui s'abstient? Qui vote contre? Pardon, vous vous abstenez? Oui, très bien. Merci. Qui vote contre? Qui vote pour? Merci. Bien, donc avant de refermer cette séance du Conseil municipal, et comme nous le disions en démarrant, donc j'ai reçu une question de Monsieur Gimena qui m'adresse donc un courrier. Je suis désolée, le point sera fait dans les services, de la raison pour laquelle je n'ai pas reçu l'autre point. Mais néanmoins, donc, je vais vous répondre sur votre question qui concernait la commande publique. Vous m'avez interrogé donc, dans un courrier du 20 juin sur le rôle de la commission d'appel d'offres. Je souhaite vous rappeler dans un premier temps le cadre juridique de cette commission et je vous renvoie aussi au Code des marchés publics, qui est le code qui traite des questions liées à ces sujets de la commande publique. La commission d'appel d'offres est l'instance de droit commun pour attribuer les marchés publics. Elle choisit
l'offre de l'entreprise qui se révèle être économiquement la plus avantageuse. La commission d'appel d'offres se prononce donc sur la pertinence économique et juridique de l'offre et non pas sur la définition du besoin. La définition du besoin appartient, conformément à l'article 5 du Code des marchés publics, au pouvoir adjudicateur et donc au maire, assisté bien entendu de ces services, qui est habilité à ce titre à déterminer le niveau auquel les besoins sont évalués. Aussi, je tiens, et néanmoins, à vous préciser que j'ai souhaité, pour plus de transparence, élargir le rôle premier de la commission d'appel d'offres. Ainsi, si cette commission attribue légalement les marchés à procédure formalisée, donc plus de 207 000 € hors taxes pour les marchés de services et de fournitures et plus de 5 185 000 € hors taxes pour les marchés de travaux, elle intervient aussi à Colomiers sur les marchés inférieurs à ce seuil en donnant un avis sur ces achats qui ne relèvent pas des pouvoirs d'attribution de la CAO, mais du pouvoir d'attribution du pouvoir adjudicateur. Donc c'est un peu technique, mais il me semblait important de le préciser, également que siègent dans ces commissions d'appel d'offres des représentants, s'ils le souhaitent, de la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes, qui garantissent aussi la bonne tenue et la régularité de cette instance. Je veux quand même évoquer, avant de vous répondre précisément, le process mis en place en amont de la décision de la commission d'appel d'offres afin d'éclairer les choix des membres de la commission d'appel d'offres. Les services réceptionnent donc les offres des entreprises, ouvrent les plis et analysent les offres des entreprises au regard des critères de jugement qui sont énoncés la plupart du temps dans le cahier des charges ou dans le règlement de l'appel d'offres, puis ils viennent proposer effectivement en séance de la commission d'appel d'offres un classement des entreprises. Donc c'est un travail qui peut être très technique et qui peut faire appel d'ailleurs à des technicités diverses, qu'elles soient liées à l'achat de matériel technique pour de la restauration municipale, de tondeuses pour les espaces verts, de tout type de matériel, mais aussi l'achat de services divers. Et d'ailleurs, lorsqu'il s'agit de travaux, bien souvent, ces analyses techniques-là entrent bien dans les missions des maîtres d'œuvre qui sont les mieux à même, effectivement, à apporter une réponse technique objective. Le pouvoir de décision de la commission d'appel d'offres est néanmoins souverain. Il ne s'agit pas d'une chambre d'enregistrement, comme vous le suggériez dans votre courrier. Bien au contraire, dans la pratique, la CAO a de bien nombreuses reprises, mais encore récemment, et même si je n'y siège pas, puisque j'ai délégué la présidence à M. Vergnol, qui m'en fait un rapport régulier, et je crois que très récemment, lors d'ailleurs de la commission du 10 juin dernier, vous avez demandé des explications plus précises sur l'attribution du lot 2 charpente du marché de travaux de rénovation de l'église et qu'une nouvelle présentation de ce dossier a pu être faite pour vous permettre d'éclairer cette décision. Alors, j'en viens maintenant à vos 3 propositions concernant le fonctionnement de cette commission. Donc, vous demandez que les membres de la CAO ouvrent les enveloppes en commission, qu'ils reçoivent les cahiers des charges de tous les marchés dès le lancement des consultations, et enfin que les membres de la CAO, c'est-à-dire les élus, analysent les offres des entreprises. Concernant le premier point, c'est-à-dire l'ouverture des enveloppes des entreprises en CAO, le Code des marchés publics a évolué sur ce point, en effet, depuis 2009, et cette procédure a été supprimée du Code des marchés publics, aussi pour optimiser les procédures d'achat. Et donc, nous sommes rendus tout à fait en conformité avec le Code des marchés publics. Et donc, il me semble que revenir à cette procédure qui consistait à ouvrir les offres des entreprises en CAO
donc en présence des élus, revient finalement à revenir à l'ancien code et aux anciennes dispositions du code. On ne serait pas dans l'esprit du texte. Je crois aussi qu'il convient de protéger les élus qui siègent dans ces commissions d'appel d'offres, qui ont quand même une responsabilité particulière. Alors, les éléments d'information doivent être connus, mais il s'agit aussi de conserver une certaine confidentialité pendant le temps de l'analyse, afin que les entreprises ne procèdent pas non plus entre elles à certaines ententes qui pourraient se faire jour. Alors, on peut ne pas exclure une commission qui serait dans ce cas-là une commission ad hoc d'ouverture des plis, en présence des membres de la CAO. Ça peut retarder les processus. À partir du moment où vous décidez de mettre en place une certaine procédure, il faut qu'elle soit suivie pour que la régularité de toute la procédure d'attribution du marché soit assurée. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, je vais décider d'ouvrir toutes les offres en CAO, et puis finalement, comme le code il nous y oblige pas, c'est pas grave si pour ce coup-là je le fais pas. Ça marchera pas comme ça. Donc moi je propose qu'on en reste quand même à la procédure actuelle, puisque les PV d'ouverture des offres sont de toute façon intègrent l'ensemble du processus et de la procédure, et donc la traçabilité est assurée. Pour ce qui concerne la deuxième proposition, qui est de recevoir le cahier des charges de tous les marchés dès le lancement des consultations, il n'y a pas de difficulté pour donner aux membres de la CAO le maximum d'informations préalables, et tous les cahiers des charges sont consultables directement auprès du service de la commande publique. Et d'ailleurs, je crois que M. Quartero, qui est votre représentant à la CAO, a pu tout à fait consulter l'ensemble des documents qu'il a souhaités. Enfin, votre dernière proposition, et puis sur les cahiers des charges, ils sont, je dirais, quasiment publics, puisque l'ensemble des entreprises peut y répondre. Donc, pour ce qui concerne la possibilité pour les membres de la CAO d'analyser les offres des entreprises, je pense que ce n'est pas le rôle de la CAO de faire l'analyse des offres des entreprises. Son rôle, c'est d'attribuer les marchés sur la base, effectivement, de dossiers qui lui sont présentés, et d'attribuer ces marchés en choisissant l'offre qui se révèle effectivement être économiquement la plus avantageuse. Je ne crois pas qu'il serait opportun que les élus se substituent au service. Je ne crois pas d'ailleurs que ce soit réellement dans leurs compétences, ni en opportunité une bonne chose. Les services sont là pour nous apporter leurs compétences techniques. On peut ensuite toujours en discuter, demander des compléments d'information. Je crois que leurs expériences, à la fois pour définir les besoins, mais aussi pour suivre les procédures de marché public, sont utiles, et qu'il n'est pas opportun que les élus se substituent à ces compétences-là. Alors on le voit, c'est vrai, l'achat public est un domaine complexe, extrêmement encadré par le Code des marchés publics, mais aussi par le contrôle de légalité exercé par la préfecture. Moi, je me félicite qu'ici, à Colomiers, nous n'ayons, je crois, rarement, on ne peut pas dire jamais, ça peut arriver, mais en tout cas, d'observation de la préfecture sur la régularité de nos procédures. C'est vrai, c'est une chaîne complexe, composée de différentes étapes qui sont étroitement liées, techniquement complexes, et qui nécessitent un suivi optimal. Donc je crois que vous avez les uns et les autres qui siégeaient dans ces commissions sous la présidence déléguée de M. Vergnol, tous les éléments vous permettant en effet de travailler sérieusement et de façon approfondie. Voilà ma réponse, monsieur, aux questions
donc, que j'ai reçu concernant le fonctionnement de la CAO. S'il vous plaît. Oui. Donc, alors bien sûr, OK sur le pouvoir adjudicateur, OK sur les compétences très pointues des services techniques et sur leur analyse. On leur fait totalement confiance. OK sur la procédure globale des marchés publics, qui est parfaitement respectée ici à Colomiers. Et je dirais même, je remercie M. Vergnol aussi pour l'orientation qu'il donne à cette commission. Seulement, les élus qui siègent à la commission sont pénalement responsables des décisions prises par la commission. Voilà. C'est pour ça que le respect des procédures telles qu'elles sont encadrées, avec le respect de l'ensemble des étapes, vous garantit une certaine protection, effectivement, contre des déviations qui pourraient être constatées. Et je ne crois pas que les propositions qui nous ont été soumises soient de nature, effectivement, à mieux assurer cette responsabilité pénale, bien au contraire. Alors, en fait, les fondements de nos propositions, c'était de fournir progressivement aux élus les moyens d'appréhender et de mieux orienter la politique budgétaire, parce que en se rapprochant des services qui maîtrisent un métier, qui maîtrisent les besoins, pour répondre à la population qui, ne l'oublions pas, a voté pour nous tous ici. Donc c'était un moyen de se rapprocher. Ce n'est pas une question de... Pardon, je vous laisse terminer. Rassurer les entreprises aussi, les citoyens, en apportant de la transparence dans la vie publique locale, parce que c'est nous qu'ils ont élus et ils n'ont pas voté pour des services. Donc je considère qu'il serait préférable que l'on ouvre les plis par une procédure assez rapide, parallèlement avec les services qui disposent de la compétence, mais c'est une question d'image, tout simplement. Tout simplement. Et enfin, le troisième point des objectifs, c'était de sensibiliser l'opinion publique sur le rôle des élus et faire reconnaître la fonction d'élu, parce que comme vous le soulignez tout à l'heure, eh bien voilà, il y a eu des élections européennes, les élus, ils sont tous à mettre dans le même sac, et je crois que nos propositions, cette proposition-là, d'ouvrir les plis en commission, allait dans ce sens-là, la reconnaissance du rôle des élus. Mais je vous rejoins totalement sur les compétences des services techniques, sur le parfait respect des procédures. Il n'y a aucun souci là-dessus. On voulait seulement aller un peu plus loin. Et dès lors que l'élu est responsable pénalement d'une décision qu'il prend, il faut qu'il la prenne réellement. Il faut qu'il connaisse le dossier. Là, je ne vois pas comment il peut être responsable s'il ne connaît pas le dossier. Donc, on m'a ouvert l'accès à tous les dossiers. Je sais ce que je décide. Bien, je vous remercie de Je ne suis pas certain que les autres sachent ce qu'ils décident. Alors, je ne sais pas de qui vous parlez quand vous parlez des autres. La commission. Chacun, vous vous en doutez bien, si vous avez vous-même... Et d'ailleurs, là, pour le coup, ce n'est pas une question d'opposition ou de majorité. Chaque élu de la commission d'appel d'offres est placé exactement dans la même configuration. Je ne partage pas votre opinion selon laquelle l'image des élus serait renforcée dans l'esprit des columérins en ouvrant les plis des offres des entreprises. Je crois que ce n'est pas forcément cela que les columérins attendent de leurs élus, mais on peut avoir une opinion différente là-dessus. Moi, je crois que ces procédures, leur respect en tout point, en tout temps et en toutes circonstances du Code des marchés publics est la meilleure garantie de la protection de la responsabilité pénale des élus. Et donc, ne nous lançons pas dans des expérimentations, en tout cas moi, garantes et pénalement responsables aussi, puisque je vous rappelle que je suis la présidente de cette commission d'appel d'offres dont j'ai délégué, et donc je suis la première pénalement responsable. Et donc, je suis convaincue que le respect des procédures du Code des marchés publics, l'encadrement qui en est fait aujourd'hui sur cette commune est la meilleure garantie. Et je crois que l'image que nous pouvons donner à nos concitoyens passe certainement par bien d'autres choses
que l'ouverture des plis des entreprises en commission d'appel d'offres. L'expérience commune nous montrera la meilleure voie. Bien, Monsieur Laurier. Oui, alors écoutez, je souhaite quand même terminer ce conseil municipal sur le constat d'un échec sur la communication entre élus. Et le constat est dur, sévère. Les commissions ne travaillent pas, ou ne travaillent pas comme il faudrait, les invitations ne sont pas données. Vous agissez au nom du conseil municipal sans même en informer les conseillers municipaux. Alors maintenant, c'est carrément le rôle dans le conseil municipal qui est mis à mal, puisqu'on vous envoie des questions qui ne sont pas traitées, que vous ne recevez pas. Donc moi, j'ai les accusés de fax, voilà, des questions. Alors pour information, c'est des questions qui étaient notamment déposées pour la commission urbanisme. Donc dès qu'on a eu connaissance de la date de la commission urbanisme, j'ai fait un premier courrier. Première commission urbanisme, pas de réponse à la commission urbanisme, le courrier n'est pas arrivé, Monsieur Laurier. Deuxième commission, qui se tient une semaine après, on peut supposer que cette fois-ci, quand même, le courrier est arrivé, que j'ai remis en commission. Non, toujours pas. On ne daigne pas répondre à ces questions qui, visiblement, sont sans intérêt. On dépose un vœu au conseil municipal, donc en appelant le conseil municipal à voter, à se positionner. Voilà. Comment allez-vous nous faire croire que dans une commune telle que Colomiers, avec le nombre de collaborateurs qui existent ici, avec l'état de nos lignes téléphoniques, les choses qu'on vous adresse ne vous parviennent pas? Alors soit vous avez quelqu'un dans votre équipe qui fait pas son métier correctement, et auquel cas il faut nous l'amener ici, et j'allais dire sur une pique, exactement. Et le pendre en place publique, voilà. C'est terrible. Parce que, vous êtes violent. Mais je crois qu'on en est réellement, Madame le maire, à une situation où il faut changer. Voilà. Donc, je maintiens mon vœu. Vous savez, nous, ça nous arrive. C'est ce qui nous arrive fréquemment, d'aller en commission et de découvrir. Voilà. Et bien aujourd'hui, vous allez découvrir notre vœu, puisque effectivement, il vous est visiblement pas monté. Donc les deux groupes, dans une démarche commune et conformément à ce qui a été engagé dans la campagne municipale et suite aux rencontres différentes qui ont été faites avec les riverains, présentent un vœu pour demander le déplacement de la chaufferie au bois pour le réseau de chaleur au bois, pour que cette chaufferie et cette chaudière soient déplacées de l'allée des Sports pour aller à Capitani, où cette solution techniquement était possible. Donc sur ça, je souhaite, Madame le maire, que le conseil municipal se prononce, et même si on avait l'occasion d'y revenir. Concernant les questions, il y en avait plusieurs. On est quand même 4 mois quasiment après les élections. On ne sait toujours pas ce qui va devenir du château de l'Armurier. On ne sait pas non plus ce qui va se passer avec le dépôt Tisséo. On avait demandé aussi un audit du patrimoine bâti. On a vu notamment avec l'église que ça se révélait effectivement nécessaire. On avait parlé aussi, on avait voté de manière unanime la dénomination d'un élément du patrimoine en mémoire de Dominique Baudis. Pas de nouvelles non plus. Et enfin, je vous alertais aussi sur l'actualité réglementaire, savoir quand est-ce qu'on pourrait avoir les conséquences de ce qui se passe autour de nous. Et enfin, dans une dernière question, ces questions ont été posées en conseil puisqu'elles n'ont pas été, on n'a pas répondu en commission, mais je confirme qu'elles étaient prévues pour la commission. Mais enfin, ça qui concerne le conseil municipal, me faire le témoin de Columérin qui m'ont signalé que l'appel pour la cérémonie pour l'appel du général de Gaulle le 18 juin n'était pas signalé sur le site internet de la mairie. Et d'une manière plus générale, il y a 11 commémorations dans le calendrier républicain, savoir lesquelles vous souhaitez mettre en œuvre pour les prochains mois ici à Colomiers. Bien, donc vous faites un constat extrêmement dur d'un fonctionnement que vous qualifiez finalement assez vite de non conforme à vos attentes. Je vous rappelle que ça fait 3 mois que nous sommes installés, les commissions fonctionnent, se réunissent. Je ne peux pas en dire tout à fait autant
d'autres instances intercommunales, où on attend encore la réunion de commission. Mais bon, après tout, regardons chez nous, vous avez raison. Je rappelle aussi que dans les rapports qui me sont retournés, je constate que certains élus ne sont pas très assidus non plus déjà dans ces commissions. J'ai demandé à ce qu'elles soient réunies 2 fois entre les conseils municipaux. Je crois, sauf erreur de ma part, que c'est une consigne qui est respectée. Donc laissons quand même, avant de porter des jugements extrêmement brutaux et très négatifs, à chacun le soin de s'installer. Et je suis convaincu que vous allez trouver tout à fait, à travers les instances municipales qui ont été mises en place, les moyens de vous exprimer et de travailler sereinement sur nos projets. Je laisserai Madame Casalis répondre concernant les questions que vous aviez posées, que j'avais d'ailleurs vues, en effet, qui relevaient de la commission urbanisme et cadre de vie. Quant aux vœux que vous avez déposés pour ce conseil municipal, compte tenu qu'il ne m'est pas parvenu, mais peut-être n'était-il pas parvenu dans les délais non plus, je n'en sais rien. Donc en tout cas, je vais faire le point sur ce dossier et je vous répondrai au prochain conseil municipal. Voilà. Donc Madame Casalis pour la commission urbanisme et cadre de vie. Donc comme je l'ai précisé en commission, nous avons 2 sujets. Un premier sujet qui concerne en fait 2-3 thèmes que nous partageons sur un envoi en fait d'ordre du jour. Et ensuite, nous avons une question réglementaire concernant en fait des points à apporter en conseil municipal. Donc effectivement, vous aviez envoyé un courrier. Quand vous êtes arrivé à la commission, donc vous aviez ce courrier que moi-même je n'avais pas eu, et c'est ce que je vous ai précisé. Ceci étant, comme quoi on fait bien les choses quand même, il y avait un sujet qui faisait partie en fait de votre liste qui concernait les feux d'acier que j'ai abordé, et je vous ai dit en commission que nous allions effectivement traiter votre courrier. Depuis, vous avez dû recevoir d'ailleurs une réponse. Alors, oui, depuis, vous avez dû recevoir en fait une réponse, c'est bien ce que j'évoquais, une adresse qui nous a été donnée, une adresse à Toulouse, je crois. Et ensuite, je vous ai évoqué effectivement que j'avais bien noté et que comme je mettrai à l'ordre du jour de la prochaine commission 3 des sujets que nous avions évoqués ensemble. Donc les choses me paraissent en fait très très claires. Il n'y a pas de mésentente en fait. J'habite 3 places François Devèze. J'ai signalé mon déménagement à la commune de Colomiers l'année dernière au mois d'août, quand je me suis marié avec ma femme. Vous voulez d'autres renseignements personnels ? Non, c'est pas ça. Je vous dis en fait si vous commencez à l'adresse. donner des renseignements personnels ici, j'en ferai de même. Je vous dis, mais méfiez-vous, je suis bien renseigné aussi. Non, mais c'est pas ça le sujet. C'est juste en fait de vous dire que la réponse était parvenue et sur les sujets qui étaient abordés en fait en commission, on allait les traiter. Il n'y avait pas de problème en fait par rapport au sujet et que le sujet de la chaufferie bois ne faisait pas partie en fait de la commission. Voilà. Bien. Donc, je vous remercie pour cette longue séance du conseil municipal